Messieurs, dames, Tanguy Koki. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons l'enfant longtemps couler, et pour les bons, prenons depuis l'élan, dans la paix au peuple ardent. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entourés, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplons ton sol et nous aspirerons à l'honneur. 30 juin, doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèguons à notre postérité pour toujours. Accueillez-vous pour la prière avec le rôle de Chers étudiantes et étudiants, vous qui constituez la relève de demain, je voudrais tout d'abord remercier sincèrement la faculté de droit de l'université Reverend Kim pour l'invitation à partager avec vous les grandes lignes de la proposition de loi Noël Tchani sur le verrouillage de l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo, mais également aux fonctions de souveraineté nationale dans notre pays. Mais également, la loi porte sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Ce sujet est très passionnant, car il touche le cœur même de la RDC en tant que pays indépendant et souverain. C'est un sujet qui soulève beaucoup de passion, car les opinions de ceux qui sont pour ou contre sont très fortes. Et de grâce, je veux que vous sachiez que vous êtes tous les uns et les autres, mes compatriotes congolais. Et je partage avec chacun de vous le fait d'être citoyen de la République démocratique du Congo, que nous voulons tous unis, une et indivisible. Quelles que soient nos divergences de point de vue, je veux que les discussions d'aujourd'hui se fassent de façon civilisée, où chacun de nous donne son point de vue et ses suggestions en respectant les sentiments, la fierté et la dignité des autres. Mais de grâce, ne donnons pas d'interprétation péjorative à cette proposition de loi qui n'a rien à voir avec ce que j'ai entendu dehors là, la congolité, et ne vise que la protection de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Je voudrais pour quelques minutes souligner le fait que cette proposition de loi n'a rien à voir avec la congolité. Ceux qui ont inventé ce terme de congolité, ils veulent donner une connotation négative à ce que nous voulons réaliser. Ils veulent rappeler à tout le monde l'idée de l'ivoirité. Et l'ivoirité implique la Côte d'Ivoire.
quel était le problème? En Côte d'Ivoire, on a refusé la nationalité ivoirienne à 26% de la population de la Côte d'Ivoire, la population du nord du pays, que certains considéraient comme étant pas des Ivoiriens, mais des Burkinabés. C'est de là que vient le président Alassane Ouattara. Ceci a provoqué la guerre civile. Vous allez bien remarquer que ce que nous sommes en train de proposer ici, on refuse la nationalité congolaise à personne. Bien au contraire, vous allez remarquer que nous proposons qu'on redonne la nationalité à près de 10 millions de Congolais, à qui on a enlevé la nationalité congolaise à cause de l'exclusivité contenue dans la Constitution dans sa forme actuelle. Donc, ce que nous proposons, c'est le contraire de la congolité que nos détracteurs veulent utiliser. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, on vous a dit tout à l'heure, je m'appelle Dr Noël Tchai Mwadianvita. L'une des choses que j'ai faites pour mon pays, c'est la conception du plan Marshall de Noël Tchai pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je tiens à souligner que je suis 100% congolais. La RDC est la terre de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-arrière-grands-parents, du côté de mon père, mais également du côté de ma mère, tous originaires de Nganajika, dans l'actuelle province de la Lomami, au centre de la République. La RDC, notre pays, a payé pour mes études primaires, secondaires et universitaires. La connexion que j'ai et la loyauté que j'ai à l'égard de la RDC, elles sont très fortes, totales, inconditionnelles et indiscutables. Je suis le vrai produit de la RDC. La terre de nos ancêtres, elle est sacrée. Je voudrais vous inviter tous à protéger notre terre, qui est notre patrimoine commun, et à défendre la souveraineté, l'intégrité et la pérennité de notre pays, car c'est le seul pays au monde dont nous sommes propriétaires à 100% et que personne, je dis bien personne, ne doit nous arracher sous quelque subterfuge que ce soit. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je suis très préoccupé par la misère de la population congolaise et le niveau du sous-développement de notre pays. C'est pour cela que je vous renouvelle encore la proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale du développement pour pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, créer des infrastructures de base, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restructurer la Banque centrale du Congo à une véritable autorité monétaire indépendante et crédible, et doter le pays d'une monnaie nationale crédible, en mettant fin au phénomène de la dollarisation qui nous a littéralement envahis. La finalité du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC est de développer le pays et d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit notre population aujourd'hui. Le plan Marshall, actualisé après la Covid-19, compte 50 programmes cohérents et bien orchestrés pour sortir notre pays, la RDC, du sous-développement et en faire un pays émergent. Le coût total de ce plan Marshall est estimé à 1 000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le produit intérieur brut, c'est-à-dire le niveau de vie de la population de 458 dollars aujourd'hui, le niveau le plus bas du monde, à au moins 15 000 dollars dans 15 ans, tout en créant au passage des emplois et des opportunités pour tous les Congolais et en améliorant considérablement le standard de vie de tous nos concitoyens. Ceci est tout à fait possible. Vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Si nous travaillons, nous allons atteindre nos objectifs. Mais nous ne pourrons réaliser ce rêve que si la RDC continue à rester un pays souverain dont le destin se trouve dans les mains de ses filles et de ses fils, tous ensemble. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers étudiants, pour préserver la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la cohésion nationale et aussi la paix durable,
je propose que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée aux Congolais nés de mères et de pères congolais d'origine. La suite logique du verrouillage de l'accès à la présidence exige la même portée de la nationalité au dauphin constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat. Le verrouillage doit aussi couvrir quelques postes de souveraineté nationale qui sont le président de l'Assemblée nationale, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, le directeur général des migrations, l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, les hauts magistrats de la République, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire les affaires étrangères, l'intérieur, la défense, la justice et les finances, les gouverneurs des provinces, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont des postes de souveraineté et ils doivent revenir aux Congolais où on n'a pas de doute sur leur loyauté totale à l'égard du pays. À cause de son importance dans la recherche de la paix et la sécurité dans le pays, je voudrais juste revenir sur la composition du haut commandement militaire dont les membres à verrouiller sont les suivants. Le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le chef d'état-major, les chefs d'état-major généraux adjoints des forces armées de la RDC, les chefs d'état-major de la force terrestre, le chef d'état-major de la force aérienne, le chef d'état-major de la force navale, les commandants des zones de défense, les sous-chefs d'état-major à l'état-major général, le commandant général des écoles militaires, le commandant du corps médical, le commandant du corps logistique, le commandant du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, le commandant du corps des troupes de transmission, le commandant du corps des génies et de renseignement militaire et enfin le commandant du service de communication et d'information. À ceci, il faudra qu'on ajoute certainement le haut commandement du commissariat général de la police, dont les postes sont détaillés, mais je n'ai pas le temps de pouvoir revenir là-dessus. En plus, nous devons nous poser la question suivante. Ne faudrait-il pas appliquer les mêmes dispositions aux épouses de tous les postes de souveraineté qui ont été verrouillés? Chers étudiantes et étudiants, beaucoup de compatriotes ont compris les enjeux du fait de l'infiltration au sommet de l'État depuis plusieurs décennies et soutiennent ma proposition de loi sur le verrouillage. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument, d'une part, que la loi proposée serait discriminatoire parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Et d'autre part, qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle vit la population congolaise aujourd'hui. Je tiens à répondre tout de suite à cette dernière préoccupation en vous rappelant que c'est pour faire face aux préoccupations de misère et de pauvreté de la population congolaise que j'ai aussi proposé le plan Marshall de Noël Tchèque pour la reconstruction et le développement de la RDC, dont je viens de vous exposer les grandes lignes au début de cette présentation. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la RDC aux fonctions très sensibles de souveraineté est importante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté du pays. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition ou de perte ou même de recouvrement de la nationalité congolaise. Il est important que vous compreniez cela. Elle ne change donc rien à la nationalité de tous ceux qui sont des Congolais actuellement. On enlève la nationalité à personne. L'article 10 de la Constitution de la République. Où est Armando? Armando, il est où? Il n'est pas là? L'article 10 de la Constitution de la République stipule ce qui suit, que la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine,
soit d'acquisition individuelle, et congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo au moment de l'indépendance le 30 juin 1960. Il y a même une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte ou de recouvrement de la nationalité congolaise. Mes chers compatriotes, outre le verrouillage des hautes fonctions de l'État, j'ai également proposé la révision de cet article pour permettre aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine, que personne d'entre nous ne doit perdre. Nous sommes nés Congolais, nous vivons Congolais, nous mourrons Congolais et nous serons enterrés Congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Et au vu de l'histoire la plus récente, il sera prudent d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC et en particulier ceux qui ont eu des velléités d'occupation de notre pays. Ce principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise inclus dans cette loi, ce principe permettrait à 10 millions de Congolais, c'est-à-dire 10% de notre population, de recouvrer la nationalité congolaise d'origine qu'ils avaient perdue du fait de l'exclusivité de la nationalité contenue dans la Constitution dans sa forme actuelle. Je tiens à souligner que 10 millions de personnes, c'est comme la moitié de la population de la République du Mali ou de la République du Sénégal, ou encore c'est comme la population combinée du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la République centrafricaine et du Burundi. Voilà des gens à qui on a arraché la nationalité alors qu'ils sont congolais. Notre pays gagnerait beaucoup en récupérant tous ces compatriotes qui se trouvent être des ressources humaines de qualité, bénéficiant d'une bonne éducation et des qualifications professionnelles dont la République démocratique du Congo, notre pays, a besoin pour son développement. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été rejointes sur le sol congolais par les armées du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola et de tous les autres pays du monde venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC d'abord et plus tard avec la MONUSCO. Ces soldats étrangers se sont accouplés avec des Congolaises, des Congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous des Congolais, d'après la Constitution actuelle. Nous acceptons tous ces enfants comme Congolais et ils ont droit à tout dans notre pays. Sauf que, pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la RDC et aux fonctions de souveraineté en réservant ces fonctions-là exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais. L'infiltration au sommet de l'État à travers des compatriotes qui auraient des loyautés partagées entre la RDC et d'autres pays étrangers qui sont les pays de leur papa ou de leur maman. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouiller l'accès à ces fonctions de souveraineté porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République. Et pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui dispose ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection de président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne jamais se trouver dans un des cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Il convient maintenant de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, voire additionnelle, qui est de limiter l'accès à la présidence de la RDC aux Congolais nés de mère et de père eux-mêmes Congolais d'origine.
Il est important de relever que ce critère additionnel vise à réaliser un certain nombre d'objectifs. D'abord, protéger l'intérêt national et la souveraineté nationale et la fonction suprême qui est celle de président de la République, en évitant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'infiltration au sommet de l'État et en préservant la fierté d'être Congolais, d'être dirigé par un Congolais comme nous. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent où? Dans d'autres pays tels que le Cameroun, la Zambie, la Tunisie, le Togo, le Gabon, le Maroc, l'Algérie et le Burkina Faso ou même la Turquie. Et elles existent aussi dans des grandes démocraties telles que les États-Unis d'Amérique, où n'importe quel Américain ne peut devenir président de la République. Aux États-Unis en particulier, il faut être né sur le sol américain, comme fut le cas de Barack Obama, Bill Clinton ou John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger ou l'ancien secrétaire d'État Madeleine Albright ou encore l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, très populaire, tout en étant tous les trois pleinement des Américains, ne peuvent pas prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président. Le critère, c'est celui d'être né sur le sol américain. Je tiens à préciser que ma proposition de loi est impersonnelle et ne vise aucun individu, étant donné qu'à ce jour, personne n'a déclaré sa candidature à la présidence de la République démocratique du Congo pour les élections de 2023. Ma proposition n'est pas discriminatoire. Vous savez pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, comme je viens de vous le dire, il y a des critères d'éligibilité. Et ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Mais dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, les mêmes critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, pour être candidat au poste de président de la République française, il faut avoir au minimum 18 ans. Par contre, dans notre pays, en RDC, on exige du candidat à la présidence de la République d'avoir 30 ans au moins. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore atteint 30 ans d'âge? La réponse est non. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la loi électorale, par la Constitution, sont complétées par la loi électorale. Et c'est cette loi qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par chaque candidat aux élections présidentielles. Et j'en ai fait les prix en dépensant 100 000 $ pour une élection que je n'allais pas gagner. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, est-ce que ma proposition de loi est opportune? Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce que c'est une priorité? C'est la question que tout le monde se pose. Ma réponse, c'est oui. Lorsque la souveraineté du pays est menacée, il n'y a pas meilleur moment que d'agir immédiatement, car si le risque identifié d'infiltration au sommet de l'État se matérialise, ce sera trop tard de sauver notre pays. Celui qui sera venu au sommet de l'État et qui ne serait pas totalement loyal à la RDC, il peut balkaniser la RDC. Il peut diviser notre pays. Il peut prendre notre pays et le mettre sous la dépendance de notre pays extérieur. Il faut donc gérer ce risque-là maintenant. Le timing de ma proposition de verrouillage coïncide avec les réformes proposées par d'autres organisations telles que la CENCO, qui a présenté la feuille de route des réformes qui toucheraient à la CENI, la loi électorale et la Constitution. Il est donc opportun de recenser toutes les propositions de réformes institutionnelles, y inclut celle de verrouillage que je porte, afin d'opérer les révisions nécessaires à la CENI, la loi électorale et la Constitution une fois pour toutes, afin de baliser le terrain pour les élections apaisées en 2023, mais également au-delà. Mes chers compatriotes, chers étudiantes et étudiants, si la proposition de loi Tchani, qui a été endossée et présentée à l'Assemblée nationale
par Honorable Sinki Pouloulou, à qui je voudrais rendre hommage pour son courage et pour sa détermination à défendre la souveraineté du pays. Si cette proposition de loi est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risque de donner la magistrature suprême et d'autres fonctions de souveraineté à des personnes dont le cœur, le sang, l'allégeance et la loyauté sont ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. En démocratie, les Congolais nés de pères et de mères congolais d'origine étant les plus nombreux, il est tout à fait normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays et les autres fonctions de souveraineté, pour des raisons de souveraineté nationale, mais aussi de fierté nationale. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, étudiantes et étudiants, surtout vous, la relève de demain, je voudrais être humble et modeste en vous disant que je n'ai pas inventé la roue en proposant cette loi sur le verrouillage de l'accès à la présidence de la République et à certaines fonctions de souveraineté nationale. Autrefois, ce verrouillage a existé dans notre pays à travers la loi numéro 84/001 du 20 janvier 1984 portant organisation de l'élection du président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, qui disposait à l'article 7 ce qui suit. Il faut être né de mère et de père zaïrois pour être candidat à la présidence du mouvement populaire de la Révolution et président de la République du Zaïre. Nous pouvons aujourd'hui voir cette disposition qui était initiée par le président Mobutu Sese Seko, fils de Albéric Mani et de Marie-Madeleine Yemo, tous deux Congolais d'origine. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage au président Mobutu parce que, quelles que soient les erreurs de gestion qu'il a commises, il faut lui reconnaître certaines valeurs. Il a su sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. À tout seigneur, tout honneur, malgré ses erreurs. Contrairement à la campagne de diabolisation entretenue par nos détracteurs, il convient de signaler qu'il n'y a rien de xénophobe, de nazis, de séparatistes, de tribalistes, de sécessionnistes, de racistes, d'anti-Demi-Dakar, d'anti-Métis ou d'anti-albinos dans la proposition de loi Tchani dont il est question ici. Tous les Congolais, quelle que soit leur catégorie, sont mes compatriotes et je les aime tous profondément. Et je ferai tout pour que chacun d'eux soit protégé et vive en paix et en sécurité dans notre pays. Et je ferai même tout pour que chacun s'épanouisse comme il se doit et jouisse de tous ses droits civiques, politiques, économiques, culturels et humains dans notre pays. Les restrictions que j'ai proposées sont bonnes pour le pays. Elles sont bonnes pour tout le peuple congolais. Elles sont bonnes pour chacun de nous, quelle que soit la catégorie dans laquelle on se trouve. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais vous rappeler que tous les Congolais sont égaux et sont les mêmes. Il n'y a pas un seul individu qui soit moins ou plus congolais que les autres. Nous sommes des frères et sœurs et nous devons rester unis et inséparables. Tous les Congolais ont quelque chose à gagner de la loi que je propose, étant donné que la souveraineté nationale est un bien précieux, sans lequel la RDC cesserait d'exister en tant que pays. Faisons le nécessaire pour protéger notre patrimoine commun, tout en le préservant aussi pour les générations futures. Je vous remercie. Tchani pour ce brillant exposé. À présent, je vais faire appel à Maître Royal Kongolo pour pouvoir commenter la loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Sous vos applaudissements, Maître Royal Kongolo. Mon discours, je l'ai donc commentaire sur la proposition de loi tendant à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale et à rendre irrévocable la nationalité congolaise. Voilà. Je ne voudrais pas aller trop loin. Chers étudiants,
Je ne me permets pas de revenir sur la présentation du projet de loi, laquelle a été richement faite par mon prédécesseur, le professeur Dr Noël Tchani, cette grande crème de haute facture que j'ai l'honneur et le privilège d'avoir à mes côtés. Je voudrais plutôt m'appesantir brièvement sur les siècles en matière en droit positif congolais avant d'en faire mon modeste commentaire de juriste. Les conditions de reconnaissance d'acquisition et de perte de nationalité sont prévues par la Constitution du 18 février 2006 ainsi que la loi organique numéro 4/044 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité, prévoyant deux types de nationalités, à savoir la nationalité congolaise d'origine sur laquelle nous nous appesantisserons et celle d'acquisition. Les Congolais d'origine, stipule l'article 6 de la loi organique citée, sont des Congolais par appartenance, des Congolais par filiation, des Congolais par présomption de la loi. Les Congolais d'origine, par définition, c'est toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu la République démocratique du Congo. Les Congolais par filiation, par contre, c'est l'enfant dont l'un des parents est congolais. Et enfin, les Congolais d'origine par présomption légale, c'est l'enfant nouveau-né trouvé en RDC dont les parents sont inconnus, blanc ou noir soit-il, jusqu'à ce que sa filiation ait été établie à l'égard d'un étranger et à condition que la loi du pays de ce dernier reconnaisse la nationalité congolaise. Vous le savez bien comme moi, chers camarades, notre commentaire porte sur le projet de loi Tchani, lequel suscite une importante levée de bouclier du fait du questionnement sur sa constitutionnalité et son opportunité, ce qui d'ailleurs justifie la tenue de la conférence ces jours. Et certains sont allés jusqu'à le qualifier de loi ou de projet de loi de la communauté. Il a bien dit, s'inspirant du concept ivoirien, ivoirité, née en Côte d'Ivoire. Je me permets ici, comme lui, de faire un recadrage, car le contexte congolais est de loin différent de celui ivoirien. En effet, alors que l'ivoirité met en place l'idée selon laquelle une personne serait ivoirienne seulement si ses grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Ses 4 grands-parents, vous voyez. Ce qui mettait en cause et écarté le musulman du Nord et en particulier l'opposant Ouattara. Contrairement au projet de loi Tchani, qui suggère plutôt, sans dénier la nationalité à un peuple donné, un verrouillage d'accès aux fonctions, souveraineté en faveur des seuls Congolais, de père et mère, ainsi que la double nationalité. Existe-t-il d'obstacles à ce projet de loi? Au vu de controverses dont il fait face, le projet de loi précité fera face à un défi, celui de démontrer que son approbation n'aura pas pour conséquence de violer certaines dispositions constitutionnelles, notamment les articles 13 et 220, interdisant respectivement toute forme de discrimination et toute réduction de droits et libertés déjà garantis aux Congolais indistinctement. Quid de son opportunité? Quant à l'opportunité, il revient d'une part de noter que, très attaché au consensus, la constitution actuelle de la RDC est un texte circonstanciel, puisque consacrant le prolongement juridique des rapports de force militaire. La constitution congolaise avait concerné les questions de taille liées à la survie politique et économique de certains acteurs nationaux et internationaux. En effet, la survie de ces intérêts étrangers a conduit
faut s'en rendre compte, jusqu'à la possibilité de reconnaître aux étrangers des droits politiques en vertu d'une loi telle que les consacre l'article 11 de la Constitution. D'autre part, une importante opinion congolaise nous semble, du bien au conditionnel, apporter son indéfectible soutien au projet de loi tendant à réviser certaines dispositions constitutionnelles, même si une telle perception de notre part restera relative. Nous pensons donc qu'il y a opportunité et légitimité. Toutefois, cela ne nous empêchera pas d'en faire brièvement notre livre commentaire quant à sa constitutionnalité. Question de la constitutionnalité. Si je n'ai pas personnellement suivi le polémique autour de la constitutionnalité de la double nationalité qui suggère le projet de loi précité, l'idée du verrouillage de fonction de souveraineté par contre fait face à une controverse d'opinion. Même si l'initiative nous semble séduire un plus grand nombre de compatriotes, désespérément fatigués par les administrations étrangères à tous les niveaux et des conséquences fâcheuses que cela implique à la République. Cela n'empêchera toutefois pas assez réfractaire de le qualifier d'initiative liberticide. En effet, l'article 220, alinéa 2 de la Constitution interdit formellement toute révision constitutionnelle ayant notamment pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne. Dès lors, il est fort perceptible que l'accès aux fonctions de souveraineté nationale que la Constitution reconnaît, notamment aux Congolais d'origine, dont l'un des parents est congolais, fasse partie de droits et libertés verrouillés par l'article 220 du CCT. Toutefois, il faut le souligner, notre opposition souffre d'une certaine faiblesse. Lorsqu'il est connu d'avance qu'elle n'est pas soumise à quelconque critère de vérifiabilité démythologisante. N'assiste-t-on pas à une sorte d'utopie d'obstacle face à l'autorégulation du pouvoir constituant? Pourquoi avons-nous la faiblesse de notre thèse sur la question? La réponse est simple. C'est parce qu'en effet, pris dans son sens fondamental, le terme inconstitutionnalité allégué contre le projet de loi Tchani évoque l'idée d'une divergence prétendue à la norme constitutionnelle, divergence qui devrait objectivement être affirmée et sanctionnée par les juges constitutionnels avant de mériter définitivement le caractère inconstitutionnel lui reproché. Bien avant cette sanction de la part de la Cour constitutionnelle, n'assistons pas, voudrais-je dire, à ce qu'il conviendrait imbécilement d'appeler une présomption de constitutionnalité, expression inspirée du droit pénal, loin de ce cadre d'arbitrage ou de vérifiabilité judiciaire, des divergences d'opinion en plein siècle à raison plurielle ne seraient que symétrie de mots, débat de religion sans aucune instance contentieuse, face à la controverse. Et face à cette présomption des constitutionnalités et l'absence d'un contrôle des constitutionnalités en matière de révision constitutionnelle, notre thèse souffre bel et bien et se confronterait, comme dans un débat de religion sans arbitre, à une relativisation involontaire. Pour dire bref, il est fort inquiétant que la procédure de révision constitutionnelle prévue à l'article 218, alinéa 3 de la Constitution congolaise, n'envisage pas expressément de contrôle de constitutionnalité lorsque le projet ou la proposition de loi est approuvé par le Congrès. L'article précité se contente de poser à l'exercice du pouvoir constituant des limites relatives à l'objet, à la période et à la procédure. Point bas. De même, la loi organique régissant la Cour constitutionnelle, quant à elle, ne prévoit de procédure de contrôle de constitutionnalité qu'à l'égard de lois organiques, article 44 alinéa 1er,
de lois ordinaires, des règlements intérieurs de chambres parlementaires, du Congrès, etc. C'est pour cette raison-là que la loi numéro 11, vous vous rappelez, numéro 11-00 du 20 janvier 2011, portant révision de la Constitution du 18 février 2006, avait pu supprimer le parquet parmi les titulaires du pouvoir judiciaire, et ce malgré le controverse verbal lié au fait que, par un verrou, l'article 220 interdit formellement toute révision, notamment relative à l'indépendance du pouvoir judiciaire. A noter qu'en France, la souveraineté du pouvoir constituant est tirée de la décision du Conseil constitutionnel numéro 92/312 du 2 septembre 1992. Dans cette décision du Conseil, il se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité d'une révision constitutionnelle qui relève de la souveraineté propre du pouvoir constituant. Cette copier-coller n'a pas sa raison d'être dans un pays où le vote parlementaire est dicté par les intérêts politiques en présence. Dès lors, on peut donc affirmer que la Constitution congolaise pose le principe de la souveraineté du Congrès à travers son autorégulation en matière de révision constitutionnelle, même si cette affirmation doit être nuancée. En effet, l'article 131 alinéa 2 fait du juge constitutionnel les juges du référendum dans sa procédure et non dans son résultat. De même, une partie de la doctrine considère que le caractère très général des dispositions de l'article 170, alinéa 1er et 3e, prévoyant la possibilité de soulever une exception de constitutionnalité contre n'importe quel acte, permettrait également à la Cour saisie dans le cadre d'un litige pendant devant une juridiction d'assurer le respect de règles de révision constitutionnelle, contrôle par voie d'éthique. Devons-nous finir notre discours sans parler du verrouillage de la Constitution? Chers camarades, le principe posé, l'article 220 de la Constitution énonce cette interdiction de fonds faite à la révision constitutionnelle, en prévoyant de matières intangibles. Il s'agit de la forme républicaine de l'État, notamment, je saute, le droits et libertés reconnus au Congrès. Les incertitudes d'une intangibilité constitutionnelle prévue à l'article 220. Il y a lieu par ailleurs de constater que le verrou posé par l'article précité laisse une brèche qui pourrait conduire à justifier la révision de matières non révisables. En effet, il a souvent été interpellant de constater que l'article 220 qui verrouille quelques matières ne s'auto-verrouille pas. Ainsi, pour qu'une révision n'énerve pas l'article 220 de la Constitution, il suffirait de recourir à la révision à deux temps. C'est-à-dire, modifier d'abord l'article 220 sans toucher aux matières verrouillées, lesquelles ne pourront être touchées qu'à l'occasion d'une seconde révision. Très problématique. Cette technique est envisageable lorsqu'une norme constitutionnelle verrouillée ne paraît plus adaptée objectivement aux circonstances nouvelles, même si elle peut servir souvent de moyen de fraude à la Constitution. Les constituants congolais, en rédigeant l'article 220, s'est inspiré de l'article 719 de la Constitution française de la Ve République, sans tenir compte de la controverse doctrinale au sujet de cette disposition. Pour écarter cette possibilité et tout prétexte frauduleux, il serait donc nécessaire que l'on envisage un verrouillage de l'article 220 de la Constitution, à l'instar de l'article 197 de la Constitution belge. Une petite philosophie. Si la technique de verrouillage de normes offre un avantage d'une stabilité de la Constitution face aux velléités de fraude à son égard, comme on l'a souvent décrit à nous, il ne faut pas demeurer ou laisser dans l'ombre l'idée qui fustige le caractère peu démocratique
de la technique de verrouillage à l'égard des générations futures. En effet, la souveraineté n'étant pas la propriété exclusive d'une génération, il ne serait pas rationnel de lier éternellement le paisible des générations futures et ainsi le priver de la possibilité de mettre en place un système juridique répondant à leur situation sociologique, sociopolitique brésilienne. L'idée qui nous traverse la pensée, c'est celle d'un constitutionnalisme contextuel africain et non un constitutionnalisme contextualisé. Mérite ici une attention particulière pour le constitutionnaliste du continent noir, quand bien même il ne faille pas méconnaître le bienfait d'un temps juridique. Chers camarades étudiants, dans le contexte congolais, s'écrit le professeur Jean-Louis Sambou, notre maître. La question appelle l'idée selon laquelle l'exercice auquel s'est livré le rédacteur de la Constitution du 18 février 2006 consacre le prolongement juridique des rapports de force militaire. Dès lors, il y a lieu de dire qu'elle est un texte circonstanciel dont l'application pose et posera problème. En conclusion et en résumé, les controverses sur la loi Tchani donnent naissance à deux postulats. Le premier postulat, c'est celui faisant allusion au fait que si l'on considérait l'accès aux fonctions de souveraineté nationale, reconnues notamment aux Congolais nés d'un seul père, d'un seul parent congolais, vous pouvez dire, comme constitutif des droits et libertés, dont fait allusion à l'article 220, il n'y aurait donc pas moyen de réviser les articles 75 et 111 consacrant ce droit politique, afin de ne pas énerver l'article 220, interdisant sous prévision des dispositions relatives aux matières conférant de droits et libertés. Face à ces postulats, la révision de l'article 220, lequel ne s'autobérifie pas comme nous l'avons dit, chers camarades, pourrait être envisageable en recourant à une révision à deux temps, comme si c'est indiqué, même si cette technique peut générer quelques problématiques. Le deuxième postulat, chers camarades, si l'on considérait l'accès aux fonctions comme non constitutif de droits et libertés, il y aurait donc aucun obstacle au président constitutionnel à la révision des articles précités face à l'inexistence d'un contrôle de constitutionnalité obligatoire. Ce vide juridique permet à n'importe quel projet de loi, que vous soyez de la thèse prétendant l'inconstitutionnalité, que vous soyez de l'autre thèse prétendant la constitutionnalité du projet de loi Tchani, mais alors, puisqu'il n'existe aucune instance juridictionnelle établie pour le contrôle de la Constitution a priori, le pouvoir constituant, c'est-à-dire le Congrès réunissant le Parlement et le Sénat, s'autorégule proprement et donc on ne devra que s'en tenir au verdict du vote de parlementaires. J'ai dit et je vous remercie. Deuxième licence de droit. Depuis ma bord, j'ai tenu à remercier la présence de Dr Noël Tchani et de le féliciter pour l'intelligence qu'il y a dans sa proposition. La proposition de loi Tchani a pour article principal, dont la deuxième, qui est la proposition tendant à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise semble être questionnée. Étudiante de la région de communication, journaliste. Je prends une question professeur de l'Internet. Je l'ai bien suivi, mais j'aimerais savoir, monsieur le professeur, vous avez dit que votre loi est impersonnelle et ne vise aucune personne
constitutionnelle, elle vise seulement des Congolais nés de père et de mère. Nous savons qu'il y avait un Congolais qui est de père et de mère, mais il n'a pas bien su. Est-ce que vous pensez que cette proposition ne pourrait pas exclure que pour servir du courant du pays? Et la deuxième question est de savoir que pensez-vous de cette loi? Est-ce que vous pensez que notre loi doit faire en sorte que la magistrature suprême soit entre le bon main? On peut se contrôler, mais on ne peut pas bien juger le pays. Il faudrait être bref, madame. Je vais être bref, merci, c'est la dernière question. Qui est qualifié le fait que dans certains postes de responsabilité à travers cette loi? Sincèrement, j'avais beaucoup de questions à poser à l'auteur de la proposition. Malheureusement, le protocole fait observer que les temps ne le permettra pas. Je vais épargner les intervenants des questions de fond parce que vous êtes intervenus devant des étudiants qui ont appris certaines matières et qui devront sortir ici avec des réponses à des inquiétudes parce que vous abordez une question d'actualité, une question qui fait naître des tendances. Je vous pose une question de forme parce que j'ai été dérangé. Lorsque vous avez fait votre exposé, M. Tchani, vous avez relevé des articles de la Constitution qui, pour vous, énerveront votre proposition. Mais vous faites une proposition de loi. Je me suis demandé, et je veux vous poser cette question, cette proposition de loi est une proposition ex nihilo, c'est-à-dire c'est une proposition qui ne modifie aucune loi, ou c'est une proposition qui modifie une loi précise. Parce que avant de vous suivre, j'avais appris que c'est une proposition de loi qui modifie la loi de 2004 sur la nationalité. Je ne sais pas si c'est la même réponse que vous allez me donner, mais si ce n'est pas la même réponse, vous avez cité l'article 10, parce que pour vous, vous excluez la perte de la nationalité des Congolais d'origine, c'est l'article 10, et donc il faut faire une proposition de loi qui modifie la Constitution. Vous avez relevé l'article 72 qui modifie les conditions d'éligibilité du président de la République en ajoutant un élément congolais d'origine des pères et mères. Je pense que c'est une proposition de loi qui doit modifier la Constitution. Parce que si c'est une proposition de loi qui modifie la loi sur la nationalité, il y aura un problème. Cette loi de 2004, qui est une loi organique, va passer au contrôle a priori par constitutionnel. Et le danger, c'est qu'on risque de déclarer cette loi non conforme à la Constitution, parce qu'une loi ne peut pas venir modifier la Constitution, c'est l'inverse. Donc, en tout cas, je reste sur une préoccupation des formes, parce que des questions qui ont lancé. Quelle est la nature de votre proposition? Est-ce une proposition qui modifie la loi de 2004? C'est ça la question en fait. Ou c'est une proposition qui modifie une proposition de loi qui modifie la Constitution? Parce que les conditions d'éligibilité sont prévues par la Constitution et non par la loi sur la nationalité. Merci beaucoup, M. le Conseiller Noël Tchani. Avant tout, je voulais que vous puissiez nous expliquer l'article 40 de la Constitution. J'avance ma question sur le plan social, parce que la Constitution, son article 40, nous donne le droit au Français de se marier avec la personne de notre choix et de fonder une famille. Pourquoi je vois l'article 40? Parce qu'en suivant votre loi, c'est comme si nous, les jeunes, comme on laissait du Batia, nous serions contraints un jour de se marier avec une fille étrangère, de peur que les enfants qu'on aura dans notre mariage n'auront pas droit à la magistrature suprême. Pourquoi cette discrimination? Et puis, une autre question de
secondes, j'espère que les intervenants sont en train de monter. Et puis, la deuxième question. Vous avez dit que votre loi ne vise personne ou une catégorie dans la scène politique. Mais vous êtes sans ignorer que jusqu'à présent, il y a des autorités, pour ne pas citer les noms, qui sont en train de se plaindre à cause de cette proposition de la loi. Qu'est-ce que pourriez-vous nous dire dans toutes ces choses-là? Je vous remercie. Merci beaucoup pour les conseillers de la santé. Emmanuel Ahmed Devancé Sylvia, je suis toujours que la proposition de loi nous laisse. Monsieur le conseiller, je voudrais savoir si les propositions de loi peut-elles modifier une disposition constitutionnelle fixant les conditions d'éligibilité à la fonction fédérale. Deuxièmement, Bon, ok, deuxièmement, et puis. La proposition de la loi sous-entend qu'on peut seulement se marier pour garder cette race pure, père et mère. Au moment où l'article 40 de la Constitution donne un droit à quiconque de pouvoir se marier avec une Constitution. Merci beaucoup. On avait une multitude de questions. Nous saurons comment se construire. Mais sinon, notre question s'adresse principalement au maître Kongolo Royal. Une simple question: quelle est la nature juridique de cette proposition de loi? Au cas contraire, c'est cette fois-ci c'est une proposition de loi, peut-être pour dire à une nature juridique, une loi ordinaire ou une loi constitutionnelle, mais je me dis d'abord si seulement si c'est une loi ordinaire. Alors que le maître maîtrise très bien, n'est-ce pas, la formule de Kelsen. Est-ce qu'une loi peut-elle être au-dessus de la Constitution? C'est une question. Merci beaucoup aux différents intervenants par rapport à l'exposé que nous avons écrit, spécialement au docteur Noël Chaz. Je suis David Kastasana, coordonnateur des étudiants de l'Université de Tranquille. Alors, professeur, ma question, après avoir suivi votre speech et de savoir, à part l'aspect loyauté que vous avez évoqué, vous ne voulez pas qu'un Congolais qui a la loyauté partagée puisse avoir accès au poste de souveraineté. Alors, à part cet aspect des choses, y a-t-il une toute autre raison ou un autre soubassement qui justifie la proposition de votre loi? Qui s'existe à la cité, pas seulement la nationalité congolaise. Il a dit que celui qui peut accéder à la présidence de la RDC et que celui qui est de père et de mère congolais. Mais il n'a pas exclu de personnes qui portent les autres nationalités, ce qui veut dire que tout dans la nationalité, tu peux accéder à la présidence. Une deuxième question, c'est de savoir, puisqu'il a dit dans ses propos, il est très préoccupé à la population congolaise. Je voudrais savoir cette proposition de loi, qu'est-ce qu'elle apporte comme résolution à cette ministère. Merci. Étudiant en jeu de droit. Beaucoup de questions ne sont fait que deux. Monsieur le docteur Noël Chaz, votre loi, son esprit n'est pas assez clair. Pourquoi? Parce que si vous parlez de protéger la fonction président de la République, ainsi que tous ses postes présidés, mais pourquoi proposez-vous encore la double nationalité, alors que si l'exclusivité de la nationalité congolaise n'a pas pu protéger toutes ces fonctions-là, en tout ce que nous connaissons au passé, une personne tenacière de double nationalité congolaise et à la fois étrangère peut aussi se prétendre pouvoir postuler à ces postes parce qu'il est congolais d'origine, mais en même temps cacher son autre nationalité qu'on ne pourra jamais savoir pourquoi il avait acquis cette nationalité et quels sont les intérêts qu'il avait trouvé à recevoir cette autre nationalité.
Merci. Merci. Merci, on va laisser. Merci tout le monde. Pour qu'on puisse bien répondre aux questions, il faudrait peut-être qu'on puisse rester silencieux et écouter. Parce que si nous parlons tous au même moment, il y a un brouhaha qui se dégage et s'empêche aux autres de pouvoir suivre. Je voudrais tout d'abord féliciter les intervenants, les étudiants. Quand je venais ici pour vous parler ce matin, je savais que je venais dans une université, une très bonne université. Mais je ne savais pas que je venais dans une université excellente où les étudiants posent des questions très pertinentes et qui nous font réfléchir. Donc, s'il vous plaît, gardez silence et permettez-nous de vous parler. Je ne vais pas suivre l'ordre des questions, je vais lancer une question par-ci par-là, en commençant par la personne qui a demandé, qui a dit, je vois c'est la dame là-bas, qui a des questions de misère, de pauvreté, des questions de développement. En quoi la proposition de loi que nous faisons va apporter des solutions à ces questions-là. C'est une question très importante. Madame, vous avez totalement raison. La priorité pour nous, Congolais, aujourd'hui, c'est de régler les problèmes de misère, de trouver du pain à nourriture pour chacun de nous, de trouver du travail pour la population congolaise. Et on a tendance à penser que ces questions prioritaires doivent être les seules sur lesquelles nous devons nous concentrer, on ne peut pas faire autre chose. Je voudrais discuter cet argument-là. D'abord, en commençant par vous dire que moi qui ai passé une trentaine d'années à travailler sur les questions de développement, j'ai pris mon temps de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour développer la RDC, régler les questions de misère, trouver de l'emploi à tout le monde, créer des infrastructures de base, diversifier l'économie nationale. Toutes ces questions-là, j'ai essayé de donner une réponse et des propositions spécifiques dans le cadre d'une autre proposition antérieure que j'avais faite pour notre pays, qui s'appelle le plan Marshall pour la reconstruction et développement de la RDC. C'est une vision de développement, madame, je vous invite à prendre connaissance de cela. C'est-à-dire que j'ai fait le diagnostic de là où nous sommes et j'ai déterminé que nous étions un pays sous-développé avec tout plein de problèmes dans tous les secteurs. Nous sommes les damnés de la terre, les derniers de la planète lorsqu'on classifie tous les pays du monde. Je me suis dit, comment sortir de cette situation-là? C'est ainsi que j'ai proposé le plan Marshall. Au début, avant la COVID-19, c'était un plan qui avait 15 programmes, chiffrés à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Après la COVID-19, j'ai pris conscience d'un certain nombre de défis que j'avais sous-estimés avant la COVID-19. J'ai actualisé ce plan à 50 programmes évalués à 1000 milliards de dollars à mettre en œuvre sur une période de 15 ans pour réaliser quelques objectifs. Sortir du sous-développement, devenir un pays émergent, en d'autres termes, un pays développé entre guillemets en 15 ans. Créer du travail et des emplois pour tout le peuple congolais. On aurait pris des chômeurs dehors là, en leur donnant un salaire minimum que j'avais estimé à combien 1000 dollars par personne, par mois. Avec un salaire de ce genre, un salaire minimum garanti, on est plus ou moins certain que chacun de nous aura quelque chose à manger, pourra épargner de l'argent pour nourrir sa famille. Donc, on sortirait les gens de la pauvreté, de la misère, pour qu'ils deviennent des citoyens respectables qui vivent correctement. Toujours dans le cadre de ce plan, j'ai conçu tout un plan directeur pour la construction des infrastructures de base. C'est-à-dire, on suit donc des routes, des autoroutes qui relient toutes les provinces du pays, construire des villes modernes dans 244 localités à travers la RDC, transformer la RDC de cet état de bidonville dans lequel nous vivons aujourd'hui pour devenir une société moderne telle que les sociétés que nous voyons en Europe ou bien aux États-Unis d'Amérique. Donc tout cela est confiné dans le cadre du plan Marshall. J'ai proposé ce plan-là avant les élections et je m'attendais à ce que vous adhériez à cette vision-là tous et qu'on puisse avoir quelqu'un avec cette vision-là à mettre en œuvre pour les développer ensemble la RDC. Le destin a fait que le peuple ne m'a pas suivi. Mais je vous rappelle que ce plan continue à être d'actualité.
il est destiné à pouvoir régler ces problèmes de misère et de pauvreté. Mais pendant que nous travaillons sur ces problèmes de misère et de pauvreté, qui vont prendre du temps à être résolus, il est important de ne pas négliger les questions de souveraineté nationale. Pourquoi? Parce que si nous perdons la souveraineté nationale, demain on deviendra des esclaves, je ne sais pas, de n'importe qui de l'étranger. En ce moment-là, on ne pourra plus se concentrer sur les questions de misère. Parce que nous allons subir donc la loi du plus fort qui va nous dicter donc sa volonté. On redeviendra comme avant 1960, pendant la période de colonisation. Donc, la loi que je propose, elle est importante pour créer ces conditions de paix, de stabilité, de responsabilisation des Congolais pour que nous puissions nous concentrer sur les questions de développement. Il y a aussi une question, on m'a demandé, on nous a demandé, est-ce qu'à part l'aspect de la loyauté, il y a d'autres justifications pour cette loi ici? Oui, bien sûr, il y a d'autres justifications. La première justification, c'est que la loyauté entraîne le maintien de la souveraineté nationale. Le maintien de la souveraineté nationale est lié à la question d'intégrité territoriale. Imaginez par exemple que nous ayons un chef d'État de la RDC qui soit 50% congolais, 50% rwandais. Vous connaissez la conséquence? La conséquence, c'est que le jour suivant, on peut placer la RDC sous le contrôle direct du Rwanda. Deuxième conséquence, c'est que si on a un chef d'État de ce genre-là, en cas de conflit entre le Rwanda et la RDC, ce chef d'État ne peut pas compter sur lui. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il ne peut pas prendre des décisions qui ne seraient pas donc dans l'intérêt du peuple congolais, qui seraient donc dans l'intérêt du peuple rwandais. Ce chef d'État aussi peut balkaniser la RDC. Diviser la RDC, prendre Minembwe, et Sud Kivu, le Nord Kivu, de Maniema, mettre sous le contrôle du Rwanda ou du Ouganda. Donc il y a beaucoup d'avantages, à part la question simplement de la loyauté, que je vois à travers donc cette loi ici. Une question qui a été posée: si la loi proposée pourrait être en dessous ou au-dessus de la Constitution. Non, il faut qu'on soit tous raisonnables. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Aucune loi ne peut se situer au-dessus de la Constitution. S'il y a contradiction entre la loi et la Constitution, c'est la loi qui doit s'adapter à la Constitution. Et si on ne peut pas donc le faire de cette façon, comme Maître qui a parlé tout à l'heure de la constitutionnalité, il faudrait qu'on envisage de modifier certains articles de la Constitution pour que la loi adoptée puisse être conforme à la Constitution. Mais on ne peut pas avoir une loi qui est au-dessus de la Constitution, qui est différente donc de la Constitution. Alors, il y a une question intéressante qui m'a été posée 2 ou 3 fois, c'est la question de l'article 40 de la Constitution. Vous dites que dans cet article-là, la Constitution nous autorise à épouser qui on veut. Mais ce que nous proposons, on nous a pas dit qu'il ne faut pas épouser qui vous voulez. En matière d'amour, je ne vais pas m'insérer dedans. Je voudrais vous laisser libre d'épouser qui vous voulez. Mais vous devez savoir qu'au moment où vous vous mariez, qu'il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que dans votre pays, si la loi dit que vos enfants pourraient tout faire dans le pays, ils pourraient devenir des professeurs, des médecins, des musiciens comme Koffi Olomide, qui est tout à fait d'accord avec moi sur ces questions-là, ou il peut devenir donc autre chose. Ces enfants pourraient devenir cela et vous pouvez les préparer à cela. Mais si vous voulez préparer vos enfants à devenir président de la République, avant de vous marier, réfléchissez 2 fois à la personne que vous voulez épouser. Et je voudrais aussi vous dire une chose. Nous sommes un pays de 105 millions d'habitants. Nous avons des femmes de qualité, des très belles femmes. Et des hommes de qualité aussi. Si vous avez cherché partout et vous n'avez pas trouvé parmi nous quelqu'un qui puisse être compatible avec nous, allez-y à l'étranger, mais vivez aussi avec les conséquences. Je voudrais d'ailleurs, en tout cas, je voudrais d'ailleurs saluer la présence dans la salle d'un député exceptionnel. Il s'appelle député national Sidi Koulou. Voilà un député courageux
pays. C'est lui qui a annoncé la loi et c'est lui qui l'a présentée à l'Assemblée nationale et c'est lui qui la défendra. Donc je voudrais vous inviter encore une fois à applaudir donc sa présence dans l'instant. Il y a une question qui a été soulevée. On a dit, nous sommes en train de dire que la loi est impersonnelle, mais quelques candidats vont être écartés, ou une portion de la population serait écartée. Je voudrais juste partager avec vous une expérience personnelle. J'ai vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. Aux États-Unis, qui constituent la plus grande démocratie du monde. Les États-Unis ont une population de combien? 325 millions. S'il vous plaît, suivez-moi. S'il vous plaît. Les États-Unis ont une population de combien? De 325 millions, 350 millions d'habitants. Mais savez-vous que sur ces 325 à 350 millions d'habitants, il y a environ 75 à 100 millions d'habitants d'Américains qui ne sont pas éligibles pour être candidats à la présidence des États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas éligibles, pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères que la Constitution américaine a mis en place pour être candidat à la présidence. Quel est ce critère-là? D'être né sur le sol américain. Et il y a de grandes personnalités qui ont été exclues à cause de ça. Vous êtes peut-être trop jeune pour connaître le secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Je dirais que c'est l'un des meilleurs que les États-Unis n'aient jamais connu. Très brillant, très intelligent. Il a grimpé tous les échelons. Il est arrivé à être secrétaire d'État. Secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Et la Constitution américaine lui a dit, stop, vous ne pourrez plus aller au-delà de cela. Je considère que c'est extrêmement important que quand on a un pays qui est des règles que tout le monde respecte, ces règles-là ne sont toujours pas justes à l'égard de tout le monde. C'est comme on dit, toute loi par nature est discriminatoire. Pourquoi? Parce que la loi trace une ligne dans le sable en disant, voici le terrain à ne pas dépasser, la ligne à ne pas dépasser. Si vous ne remplissez pas des critères, acceptez que c'est ça le destin. Pourquoi? Parce que la loi a été adoptée dans l'intérêt du pays. Donc, en faisant cette proposition de loi, nous ne visons personne. Je vous dis bien que personnellement, ce jour-là, je me suis levé à 3 h du matin et j'ai pensé à certaines situations quand on a connu le cas de James Kabarebe, qui est venu du Rwanda, on l'a présenté comme Congolais. Le jour suivant, il retourne chez lui en tant que Rwandais, il prend un avion, le remplit de militaires rwandais. Ils prennent quoi? La base militaire de Kitona, parce qu'il connaît tous les secrets de l'organisation militaire donc de la RDC. Je me suis dit, nous devons tirer des leçons de cette expérience-là et éviter que ça puisse se reproduire. D'où cette proposition de loi pour verrouiller l'accès à des fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce que si James Kabarebe était congolais de père et de mère, il n'aurait jamais pris la base militaire de Kitona. Il n'aurait pas coupé l'électricité du barrage d'Iga en causant des morts à l'hôpital général de référence ou bien clinique d'Aniema, où on avait des enfants dans des couveuses, des enfants qui étaient morts. Donc, apprenons de cette leçon et prenons des dispositions pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Avant de continuer, je voudrais aussi saluer la présence dans cette salle d'un compatriote, un ancien ministre et quelqu'un de très distingué qui tient à cœur les questions de souveraineté de la RDC. Je voudrais demander à l'honorable Bitakwila de pouvoir se mettre debout. Je vais être très court maintenant. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu? Bon. Je pense que les questions ont été brossées plus ou moins, mais si j'ai oublié une question, vous allez pouvoir reposer. Je vais passer la parole donc à Maître Congolo pour qu'il puisse donc enchaîner. Merci. Abonnez-vous sur Eden TV officiel.
Tango Koki avec Stéphane Balamongue.